sociaux et en tant que jeune leader d'opinion. Et en quelque sorte, je fais partie des jeunes qui incarnent cette lutte contre les antivaleurs que nous vivions dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle certains jeunes qui battent les fanfares du pouvoir, que j'ai toujours traité, à un certain moment, je traite de barbares, parce que je pèse bien mes mots, connaissant et les difficultés que j'ai endurées, les difficultés que mon peuple est en train d'endurer. À un certain moment, bah, il passe par des menaces de mort, des menaces, des fois de facettes. Bon, on fait avec du fait que nous avons choisi la lutte. Quand nous avons choisi la lutte, il fallait bien se préparer pour affronter tout cela. Voilà. Alors, Chris, j'ai la semaine dernière, je sens que quelques retours là. Alors, la semaine dernière, Chris, j'ai lu un post du docteur Dieudonné Goma, qui lui aussi est présent sur les réseaux sociaux, où il pensait qu'il avait une espèce de politique de deux poids, deux mesures, notamment de la part du gouvernement, qui vous laisse le critiquer, parce que quand on vous voit, Chris, nous allons peut-être essayer de faire le point de quelques-unes de vos vidéos sur Facebook. Vous le faites sans limite, sans crainte. Je vous ai vu l'autre jour aux abords d'une bâtisse barbelée critiquer le régime, alors que vous n'êtes pas inquiété, mais ceux qui, à des milliers de kilomètres, le font, sont pris pour des cibles. Pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures? Je pense qu'à un certain moment, mes aînés qui me suivent très souvent doivent le savoir que quand nous menons une lutte, quand on est droit dans ses bottes, nous avons tous ces esprits de ceux qui ont combattu pour les libertés qui nous protègent, qui sont avec nous. Et comme je l'ai toujours dit, je ne suis qu'une réincarnation de tous ceux-là qui ont donné leur vie pour notre chère patrie. Et à un certain moment, je suis armé, vous allez constater, je suis armé de ce courage-là. Cela ne vient pas de moi, mais à un certain moment, on dit à chaque génération, il y a ses élus. Donc, je n'aurai pas trop de commentaires à faire à ce niveau. Je pense que ceux qui suivent toujours ce que je dis à la fin, je dis la patrie ou la mort. Parce que pour moi, je dis la mort, c'est un passage obligé pour tout homme. Voilà. Voilà, c'était une mise en train, Chris. Est-ce que vous pouvez, dans un propos introductif, nous parler de vous-même? Je voulais que vous vous situiez qui est Chris Dongui, que faites-vous dans la vie et comment êtes-vous arrivé justement dans ce combat? Bon, je suis un jeune de profession, je suis informaticien maintenancier. Et j'ai longtemps, même, je pourrais dire, même dans mon jeune âge, depuis le retour des événements de 97, ceux qui me connaissent, ceux qui sont proches de mes parents, je vivais dans un grand quartier tel que l'arrondissement 5 Wende. Mais j'avais, je crois bien, à l'époque, je crois bien, 15 à 16 ans. Je traitais déjà ce pouvoir de génocidaire parce que vu la réalité de ce que nous avons vécu durant cette guerre, parce que j'ai vu l'une de mes cousines qui avait perdu sa main, qui aujourd'hui qui n'est plus en vie, et cela me revoltait toujours, et voilà pourquoi bon, en grandissant au fur et à mesure, c'est en 2014 que je m'engage lors du débat, puisqu'il y avait un débat comme aujourd'hui nous voyons la pluie de ces conférences de presse qui ne fait que couler au niveau de Brazzaville. Et donc, à cette époque-là, il y a un débat sur le changement de la Constitution. Et à ce niveau-là, je m'étais engagé à suivre ce débat parce qu'on parlait de la jeunesse, mais avec les analyses que je faisais, je pense que cette jeunesse n'était qu'utilisée comme bouc émissaire pour parvenir à leur fin.
il fallait que je m'engage. Et à ce moment-là, nous avons créé une structure qui s'appelait... sur le changement de la Constitution. Et à ce niveau toutes mes excuses. Allez-y. Oui, donc nous avons créé une structure qu'on a dénommée l'Isanga Ponambongwana ya Congo. Bon, au départ, c'était bien. À la tête de cette structure, tous nous étions membres fondateurs. Il y avait le fils de fin Noumazalai, qui est actuellement le directeur du Palais du Parlement. Mais en fin de compte, j'ai constaté que c'était un jeu pour essayer un peu de museler l'opinion de certains jeunes, parce que chacun d'eux avait reçu une mission de mettre autour de lui des jeunes qui semblaient être radicaux, comme ils appellent toujours, ceux qui se radicalisaient. Et à la fin de compte, en tant que membre fondateur de ce mouvement-là et chargé de l'organisation de cette structure-là, il fallait que je prenne mes gardes. Et à ce niveau-là, j'ai commencé à me lancer tout seul et jusqu'à interpeller le pouvoir public sur le danger qui devait arriver en fin 2015. Et j'ai écrit ceux qui se souviennent de mon message qui annonçait la crise économique, qui annonçait l'infernale perdition que nous devons vivre en 2016. Bon, j'ai été... une espèce d'oiseau de mauvais augure, hein? Voilà. Alors, Chris, l'émission a à peine commencé, nous avons déjà des attaques ici. Hein. Ça m'arrive rarement. Bon, vous avez Oxence Mbola qui vous traite déjà d'aventurier. Vous allez le prendre avec beaucoup de cœur, c'est bien déjà. Vous voyez, il faut s'attendre à cela en tant que politicien ou activiste. Bon, Oxence Mbola, dis-le oui, votre émission est une politique de l'opposition, invitez aussi les jeunes de la majorité présidentielle. Alors, je constate que Oxence Mbola vient de nous découvrir. Oxence, nous faisons cette émission il y a plusieurs années déjà. Je peux vous demander d'aller sur notre Facebook. Vous verrez que j'ai reçu sur ce plateau Chris Ondongo de la Force Montante, déjà, qui était mon invité il y a peut-être 2 ans. J'ai aussi invité Okombi Tsalissan, qui était mon invité il y a quelques années. J'ai aussi eu le suppléant député Ile Kamara, qui était mon invité. Et tout récemment, je venais d'inviter le maire, l'adjoint maire Okemba, je crois. C'est Okemba qu'on l'appelle? Okana, voilà. Monsieur Guy Marius Okana. Voilà, et nous parlerons de la question des ordures ménagères. Voilà, et j'attends toujours cette réponse. Alors, monsieur Oxence Mbola, vous pouvez justement m'aider à faire venir ces gens sur ce plateau. Parce que vous, également, vous devez traquer ces hommes de l'opposition, du pouvoir. Si les choses ne marchent pas à Brazzaville, c'est bien parce que vous ne faites pas en tant que peuple votre travail. Vous devez les traquer. Et c'est ce que nous faisons sur ce plateau. J'espère bien, monsieur Oxence Mbola, que la semaine prochaine, j'aurai un invité du PCT ou de la majorité, comme vous l'appelez, pour parler du congrès du PCT qui aura donc décidé de certaines choses dont nous parlons avec cet invité. Merci pour votre remarque, cher ami. Alors, Chris, nous allons commencer par une question tout à fait générale sur la question. Je sens que mon invité n'est plus sur l'écran. Il a quelques problèmes. C'est bien dommage. Voilà, il est parti. Voilà, il va revenir. Voilà, nous avons... Alors, Chris, est-ce que vous êtes là? Alors, il me faut réouvrir cet invité. Oui. Alors, vous avez subitement disparu sur l'écran. Ça m'a fait des frayeurs. Alors, oui. Voilà, Chris, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Très bien. Et voilà, je sens que votre image est plus ou moins inerte, mais le son, c'est ce qui... Voilà, c'est très bien. C'est revenu. Voilà, donc, Chris, nous allons commencer sur la question du tribalisme. C'est une question que vous avez évoquée dans vos posts. Je ne voulais pas, vous avez des tonnes de vidéos. Je ne veux pas aller fourmiller là-bas, mais comment
saisissez-vous cette question? Est-ce que vous la saisissez en termes de euh, tribus instrumentalisées par ceux qui dirigent, ou encore que le tribalisme est entré dans les habitudes même au Congo-Brazzaville? Je, je vais. Je voudrais que vous soyez succinct et précis dans vos réponses, car nous Voilà. faisons une Oui. information de proximité. Allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil, cher Aîné. Aujourd'hui, tous ceux qui me suivent vont constater que dans mes vidéos et les lives, je reviens sur la question du tribalisme à tout moment. Parce que je dirais, comme je l'ai toujours dit, mon premier combat, c'est contre cette épidémie, que moi je traite d'épidémie aujourd'hui, qui a fait son entrée dans tous les foyers des Congolais. Parce que le tribalisme, je dirais, c'est un frein contre le développement d'une nation. Parce que quand une nation prône le tribalisme, à un certain moment, nous n'allons plus retrouver la méritocratie. La méritocratie, il n'y en aura plus. Ni le développement, ni quoi que ce soit. Parce que on dira que vu qu'il y a un chef qui est le président, par exemple, je prends l'exemple tout clairement du président Denis Sassou Nguesso, étant au pouvoir, vous allez constater que tous ceux qui sont dans son entourage, les postes les plus clés, vous allez constater tous ces hommes-là viennent de la cuvette centrale. Alors que à ce moment-là, nous savons bel et bien que certains qui occupent ces postes de responsabilité sont des incompétents. Mais du fait qu'ils sont issus de la même région, issus d'un même secteur, voilà pourquoi on laisse faire. Et donc, le tribalisme, pour moi, je dirais, c'est un frein. C'est un frein aujourd'hui qui empêche que le peuple congolais puisse s'épanouir, que le Congo puisse aller de l'avant. Et donc, je pense, c'est voilà, Voilà, je donc peux dire. Allez, voilà. voilà, à monsieur Mbola, je crois qu'il est en train d'insister. Vous devez télécharger le Zoom pour passer directement. Si vous voulez donc intervenir sur audio ou sur vidéo, alors la seule possibilité pour nous, c'est de vous envoyer le lien de l'émission. Si votre téléphone a cette capacité, alors je pourrais vous faire passer directement pour que vous posiez votre question à monsieur Chris Dongui. Alors donc, merci. Alors donc, nous constatons, Chris, que plutôt c'est le politique qui instrumentalise la tribu et que, vous pourrez rassurer les auditeurs qu'il n'y a aucun problème entre les tribus congolaises. Alors, est-ce que vous ne sentez pas, justement, une autre question, qu'il y a plutôt un resserrement autour, un rassemblement autour de... Voilà, il est encore reparti, c'est bien dommage. Il y a, je vous assure, aujourd'hui quelques de grandes difficultés pour soutenir cette connexion avec Brazza. Allô, est-ce que vous m'entendez? Alors, Oui, oui, oui. oui, nous avons des Tout à fait coupures qui d'accord. nous arrivent. Je Voilà. ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Alors, vous savez que la connexion avec Brazza n'est pas toujours aussi facile, surtout quand vous Tout à avez fait. l'image couplée au son. Oui, je disais Oui. donc, est-ce que vous avez l'impression finalement que, à mesure que nous évoluons dans cet espace politique congolais, que les tribus ou bien la tribu qui se sont menacées se resserrent beaucoup plus autour du chef qui, justement, garantit leur protection. Comment vous voyez justement ces mouvements entre les tribus congolaises? Bon, moi je dirais c'est de l'enfantillage parce que il y a toute une manipulation politique autour de cette question-là. Et vous allez constater que dans chaque département, je ne vais pas seulement parler la tribu, comme on dirait, mes frères Moshi. D'ailleurs, je n'aime jamais utiliser ce mot-là. Moi, je préfère dire mes frères parce que je suis né dans une famille où il y a tellement de brassages et donc je ne peux rentrer dans ces questions tribales. Et vous allez constater que, cher aîné, que dans chaque département, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui avec ce pouvoir-là, qui se sont arrangés à
à s'aimer des messages autour de quelques, je pourrais dire, des propagandes en incitant la haine contre certaines tribus. Mais au fond, ce sont ceux-mêmes-là qui rasent les murs qui sont aujourd'hui proches de ce pouvoir-là, qui font en sorte que les Congolais puissent ne pas s'aimer et que les choses puissent persister ainsi, quoi. Voilà. Voilà, je sens qu'il a beaucoup de bruit du côté de mon invité. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de fermer la porte pour... Voilà. Alors, très bien, nous épargner cela. Voilà. Donc, il y a des gens qui veulent intervenir. Je vous rappelle que vous pouvez le faire directement sur... pour ceux qui peuvent m'appeler, vous pouvez le faire directement sur Messenger si vous l'avez. Je viens de vous envoyer mon WhatsApp et vous allez directement passer à l'antenne pour répondre à notre invité. Encore faut-il que cela se passe dans la discipline. J'ai toujours observé ici des règles strictes. Alors, vous ne venez pas pour faire l'invective. Vous devez apporter quelque chose qui fasse évoluer notre débat. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent, à ce niveau de notre interview, intervenir sur la question même du tribalisme? Alors, comment entrevoyez-vous la résolution même de cette question? Est-ce qu'à terme, vous pensez que cela va s'estomper? Est-ce qu'il y a des gens même à l'intérieur de cette tribu Mboshi, puisque nous parlons de celle-là, proche de M. Denis Sassou Nguesso, est-ce qu'on peut envisager une espèce d'implosion pour des gens qui croient qu'effectivement, il faut arrêter d'agir de cette façon? Y a-t-il des signes à espérer? Effectivement, vous allez constater qu'il y en a ceux qui en ont marre, qui sont même au sein du système, qui, pour certains, ils le disent pour des raisons de survie, ils sont obligés de se cacher. Vous allez constater qu'il y a certaines informations que nous recevons venant de ces milieux-là. Ça sort par qui? C'est par ces derniers, des gens qui pensent que nous ne pouvons plus continuer à vivre ce que nous sommes en train de vivre au Congo. Nous sommes tous des Congolais. Et donc, je dirais qu'à un certain moment, quand on parle des Moshi, j'ai été présent, je suis dans ces milieux-là, j'ai des parents, j'ai déjà, moi, mon fils, il est de, sa maman est de Mosaka. Et vous allez constater qu'aujourd'hui, je ne suis plus avec sa maman, juste parce que je mène cette lutte-là, parce que la maman travaille à la présidence et les parents de cette dernière ont demandé à leur fille d'arrêter parce que je suis un opposant à ce pouvoir-là. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas réellement ce que moi je subis. Oui. Et donc déjà ma petite famille a été dissoute à cause de ce combat. Donc j'ai accepté le sacrifice parce que j'avais subi des pressions, on m'a dit de laisser tout ça. Mais j'ai dit non. J'ai dit à la dame, le choix est clair. Puisqu'on m'avait dit entre le pays et elle, j'ai dit le choix est clair. Moi, c'est le pays que je vais défendre. Et donc, je pense que dans ce milieu, il n'y a pas... Quelle était la contrepartie? Vous a-t-on proposé de l'argent ou un poste alléchant ou encore qu'on ne parlait que de la stabilité même de votre famille? Quel était le deal, pour parler en américain, le deal? On utilise toujours des gens proches, des amis, puisque moi je suis ouvert, je le dis toujours. Je pense que la question du Congo, pour le résoudre, il faudrait qu'on se mette ensemble unanimement, de façon qu'on trouve des solutions concrètes et pragmatiques pour reconstruire notre pays qui est descendu tellement bas. Et à un certain moment, vous permettez de discuter avec certains jeunes. Et donc, quand ils sont au courant que vous êtes à deux fois, vous échangez peut-être le numéro de téléphone, ils passent par ces jeunes-là qui sont pour certains députés pour venir chercher à nous ramener dans leur camp. Et moi, je pense, j'ai toujours dit, j'ai toujours répondu, j'en ai même répondu à un jeune que je vais taire le nom, un député également, qui m'avait demandé, est-ce que tu n'as pas envie de devenir riche? Je lui ai répondu tout simplement,
On ne devient pas riche en faisant la politique. Si vous devenez riche en faisant la politique, c'est que vous êtes un voleur. Donc, j'avais répondu clairement. Et à un certain moment, ils le savent. Je suis tellement droit parce que je pense que pour mener une lutte comme celle-ci, il faut être droit dans ses bottes. Si vous n'êtes pas droit dans ses bottes, vous allez vite quitter ce monde-là. Voilà. Alors, Chris, là vous répondez directement à ceux qui croient que vous êtes un envoyé de Christelle Nguesso, que vous êtes simplement en train de faire le jeu du pouvoir pour essayer d'avoir la température au niveau de l'opposition sur place ici. Mais certains, ceux qui se souviennent de la conférence de Kiki avec son fameux le Congo de ce que je crois, j'ai été sur place, j'étais parti là-bas pour leur poser des questions. Mais dès lors que j'avais fait mon entrée dans la salle, tous ces jeunes-là me connaissant, tous ces jeunes-là, ils avaient donné des consignes au protocole de ne pas me tendre le micro. Et donc, à un certain moment, j'étais obligé de ravir la parole. Et ensuite, j'ai claqué la porte et je suis parti. Et donc, où j'ai vu la bassesse de certains ministres acclamer. Je dis, ben, une personne comme ça, comme Kiki, qui a son nez dans toutes les affaires de détournement des deniers publics, de blanchissement et machin et tout autre. Il est cité dans toutes les affaires de détournement. Je pense pas que c'est un monsieur droit dans ses bottes. Et donc, pour ça. Mais le paradoxe, Chris, le paradoxe, c'est que vous n'êtes pas en prison. Vous avez les amis comment ils les appellent, les amis ras-le-bol et autres qui ont été arrêtés, les amis notamment cet autre qui sont en prison. Alors, pourquoi on ne vous a jamais arrêté? Je sens qu'il y a c'est là ce que... Il faut m'appeler au son. Appelez-moi au son pour que je vous mette dans l'ordinateur. Bon, je pourrais vous rappeler. Bon, j'ai un connecté. Oui, vous n'êtes pas en prison alors que les autres, ils sont. Que se passe-t-il? C'est ça justement le problème. Je pense que... Je ne vous le souhaite pas, mais nous voulons comprendre pourquoi on peut critiquer le pouvoir à Brazzaville sans être inquiété et on ne peut le faire hors des frontières. Je pense que les gens n'ont qu'à vérifier réellement ce que moi j'ai subi. J'ai été en prison avant le changement de la Constitution. J'étais le premier jeune à être interpellé et d'où j'ai vu certains jeunes mourir devant moi au commissariat central. Et donc, ceux qui ne connaissent pas mon histoire n'ont qu'à se renseigner. Et récemment, en 2017, juste après l'arrestation de monsieur le ministre Andro Komi-Salissa, le 12 février, et une semaine après, moi j'ai été arrêté au niveau du palais du Parlement. Vous vous souvenez, sur les antennes de France 24, on parlait d'un jeune opposant, Christelle Dongi-Gonga. Oui, il s'agissait bel et bien de moi. J'ai croupi pendant au moins 3 mois à la DGSP et où j'ai failli laisser ma vie parce que j'étais vraiment malade et les soins, on ne m'avait pas réellement donné des soins avec la pression de la communauté internationale et des organisations de droits de l'homme. Ils m'ont sorti de là et ensuite j'ai été transféré à la maison d'arrêt. C'est le jour même que j'arrive, le lendemain, vous allez constater qu'il y avait M. Ntsuro qui avait laissé la terre des hommes. Donc, pendant que l'information du colonel Ntsuro passait, la mienne aussi, on parlait de Chris Dongi-Gonga étant à la DGSP, n'est plus à la DGSP, et un motif atteignant à l'atteinte à la sûreté d'État. Et ceux qui ne me maîtrisent pas, voilà un peu le récit. Et non seulement je suis également un membre influent du mouvement ras-le-bol. Et donc, je suis le coordonnateur départemental. Je m'occupe de la vie de Brazzaville. Voilà. Alors, est-ce que, Chris, vous êtes... bon, il y a un ami qui vient de m'appeler. Je crois que je tente de le rappeler. Il est donc au 242 06 957 16 45. Vous pouvez toujours me rappeler, mais appelez-moi au son, pas à la vidéo.
Alors, donc, je rappelle que j'ai donc pour inviter Chris Dangui. Alors, Chris, nous avons ces gens qui sont toujours en prison. Qu'avez-vous fait jusque-là? Est-ce que vous êtes allé voir les autorités? Est-ce que vous avez fait un mouvement là-dessus pour essayer de euh, euh, d'aider à leur libération, concrètement? Bel et bien, dès le premier jour, j'ai réagi, j'ai été sévère parce que nous en avons marre, comme je le dis toujours, et de cette façon de faire parce que il y a la muselation de l'opinion, parce qu'on ne veut plus que les jeunes puissent parler. Et je veux glisser cette information que les gens sachent que c'est en fait c'est un projet de museler tous les jeunes qui aujourd'hui incarnent cette lutte-là. Et donc la liste elle est longue. Et je crois bien mon nom y figure, mais ils cherchent des moyens. Vu qu'aujourd'hui, cher aîné, vous allez constater que le social, nous sommes dans une thématique qui parle du social. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'ils auront du pain sur la planche. Je montre la réalité, même je rentre dans les hôpitaux. Vous allez constater, c'est suite à mon passage que vous êtes en train de voir qu'il y a tout un désordre qui voit le jour maintenant au niveau du CHU. C'est grâce Alors, vous parlez de panique, c'est-à-dire que les gens avec voilà, empressement sont en train de nettoyer. On les a vus dans la cour de... voilà. Voilà. Et évidemment, évidemment. C'est suite à mon passage. Et vous allez constater que même dans le milieu, le cercle, même restreint de ce pouvoir, il y a des gens qui reconnaissent aujourd'hui, il faut le dire, même s'ils ne peuvent pas le faire ouvertement et honnêtement, mais au fond d'eux, ils reconnaissent. Et donc, pour tant dire que même dans leur cercle, nous avons des gens qui sont contre à un certain moment ce qui se fait. Et donc, nos chers frères, nous nous sommes arrangés avec nos aînés comme Joe Bina et toutes les associations de la société civile. Et nous avons mené des actions. Nous Oui. sommes allés voir les autorités pour demander la libération pure et simple. Et non seulement que je veux vous informer, aujourd'hui, le cabinet qui est en charge de ce dossier-là a rejeté le dossier, ne Voilà, Chris, trouvant pas que... Voilà. Chris, nous allons dans quelques instants aborder le problème de Jean-Marie Michel Moukoko, qui est toujours là incarcéré. On a constaté que Denis Sassou Nguesso n'a pas eu un élan de cœur pour lui. Il continue de le garder. Pourtant, dans son discours, on sent qu'il parle d'une espèce d'apaisement. Alors, c'est ce paradoxe. Nous avons des amis qui sont déjà connectés, Dimkaï, Ange, Félicien, ils sont nombreux. Alors, il y a votre monsieur Auxence Mola, décidément. Ce Chris est un agitateur, je doute de son niveau intellectuel. Bon, pour une fois, je vais tout lire. Les postes clés d'un pays sont partagés par rapport aux compétences. Je prends le cas de notre pays, le Congo, qui respecte cette règle. Alors, monsieur Auxence, moi, je peux vous répondre justement pour dire que c'est plutôt la Ah là médiocrité là. qui est la règle d'or là-bas, non, Auxence? Est-ce que vous pouvez me rappeler sur WhatsApp? Je voulais directement discuter avec vous. Alors, donc, Chris, est-ce que vous pouvez répondre à cet ami qui croit que Chris, voilà, Chris est encore parti, c'est regrettable. Je crois qu'il ne tardera pas à revenir. Toutes nos excuses pour les problèmes de connexion que nous avons. Chris, est-ce que vous êtes là? Je vais essayer de vous réouvrir. Voilà, il est revenu. Oui, Chris, oui, on croit oui. plutôt que c'est la médiocrité qui est la règle d'or à Brazzaville. Évidemment, évidemment. Je l'ai toujours dit, c'est la médiocrité. Parce que entendre dire, il doute même, soi-disant, de mon niveau intellectuel, je pense qu'il confond les choses. Parce qu'être cadre et être intellectuel, c'est deux choses différentes. Je l'ai toujours dit aux gens. L'intellectuel, c'est celui qui réfléchit pour améliorer le quotidien de l'environnement dans lequel il vit. Le cadre, c'est celui qui a un diplôme donné, bon, ben, il est là. Mais un intellectuel ne veut pas dire avoir un doctorat. On peut avoir un doctorat, un professorat, mais on n'est pas intellectuel. Hein, les gens confondent l'intellectualisme à être cadre. Et bon, je ne vais pas m'atteler sur cette question du doute de mon niveau intellectuel parce que je sais qu'aujourd'hui, nous avons pu
plus que ça à faire, c'est le problème du Congo. Je pense que ça serait une diversion, une distraction que le monsieur veut venir s'aimer sur le plateau. Alors, est-ce que nous pouvons maintenant parler de la libération du général qu'on appelle le général du peuple, Jean-Marie Michel Mokoko? Je pense qu'aujourd'hui, la question, elle est simple. Et ceux qui ont suivi l'interview que j'ai accordée sur un journal de la place, le Nouveau Regard, j'étais clair. On ne peut pas songer mettre un peuple ensemble sans pourtant régler d'abord les problèmes entre les protagonistes et les antagonistes. Il faudrait, pour parler d'un dialogue, il faudrait d'abord qu'il y ait ces hommes-là aujourd'hui qui incarnent cette opinion aujourd'hui, contrairement à ceux qui sont au pouvoir. Ces hommes-là doivent être libres immédiatement. Et je vais le dire non seulement parce que, en tant que collaborateur aussi, parce que pendant les élections, il y a des photos que je peux envoyer. Je suis proche du général Jean-Marie Michel Mokoko parce que je l'ai soutenu pendant les élections. Nous avons fait la ronde du pays ensemble. J'étais un des responsables du protocole du général Jean-Marie Michel Mokoko. Et donc, je vois que nous avons un appel, Chris, bon, oui. qui nous arrive. Bon, je n'arrive pas à identifier cet auditeur. Allô? Oui, bonjour, Jim Lewis, c'est Ah, Ange Félicien ah, de New York. vous intervenez à l'émission, c'est cela? Oui, j'aimerais intervenir. J'ai Alors, une question que j'aimerais poser voilà, à votre interlocuteur. vous avez 2 minutes pour le faire. Allez-y. Oui, bonjour, Jim Lewis, bonjour à Monsieur Chris Dongui. Je viens de prendre l'émission un peu plus au milieu, mais qu'à cela ne tienne, j'ai une question. Nous qui suivons la politique du Congo-Brazzaville depuis quelque temps, on a remarqué, sinon il y a certaines observations qui peuvent être des faits réels. Nous remarquons que actuellement l'opposition, je sais que quand on parle de l'opposition, c'est une large conception, mais on remarque que cette opposition... Il est même parti là. Voilà, il va revenir. Attendez. Vous savez que la connexion d'avec Brazza n'est pas bonne aujourd'hui. Attendez un instant, je vais essayer de le ramener sur le plateau. Alors, voilà, est-ce que tu peux reprendre là, Ange, parce il n'était plus avec nous. Oui, je disais, nous remarquons qu'au sein de l'opposition, il y a une sorte de corruption, une infiltration, s'il faut le dire, que ce soit au Congo-Brazzaville ou à l'étranger, et si bien que même ceux qui veulent apporter leur pierre à l'édifice sont hésitants parce que on ne sait pas qui fait quoi, d'autant plus que l'argent circule au sein de cette opposition et il y a des suspicions partout. Est-ce que le combat que vous menez, vous êtes sûr de rassurer le peuple congolais que vous le faites en bonne et due forme sans pourtant être un pion de quelqu'un? Parce que c'est là la grande question qui fait que beaucoup de Congolais hésitent aujourd'hui de soutenir qui que ce soit, puisqu'on sait que le pouvoir en place a introduit de l'argent partout, même sur la place de Paris. Nous savons que beaucoup de gens sont corrompus et jouent ce jeu de va-et-vient. Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous faites, vous n'êtes pas soutenu dans l'ombre par qui que ce soit qui a un lien avec le pouvoir en place à Brazzaville? Allez-y, Chris. Je pense que, mon cher frère, aujourd'hui, constatant la médiocrité dans laquelle mon peuple est en train de vivre, je pense que voilà la raison pour laquelle je me suis donné corps et âme jusqu'à faire les prisons pour cette lutte-là. J'en ai fait 2. Et donc, parler de l'opposition, oui, parce qu'aujourd'hui, cette opposition-là, je l'ai toujours dit, j'ai titillé
les hommes politiques aujourd'hui du Congo. Parce que moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un renouveau générationnel à la tête de ce pays. Et j'ai même, pendant que j'ai accordé une interview sur un journal écrit, la presse écrite de la place, Le Nouveau Regard, je l'ai dit clairement. J'ai dit qu'aujourd'hui, le discours des hommes politiques est au fin du rouleau. Et le peuple ne se retrouve plus avec ces discours-là. Parce que le peuple en a marre, parce que nombre d'entre eux, c'est des gens qui font la politique du ventre. Et donc, je pense que moi, à mon humble avis, je pense que je ne peux accepter quoi que ce soit venant d'un individu, parce que je sais que cette lutte, c'est toute ma vie. Cette lutte, c'est pour toute une génération et que je fais partie de cette génération qui est à moitié déjà sacrifiée. Il y en a plusieurs qui ont été sacrifiés avant la mienne. Mais aujourd'hui, je pense que c'est de notre génération, c'est à nous de relever aujourd'hui les difficultés, relever le pays que nous avons comme patrimoine. Donc, pour ça, très chers frères, je pense rassurer le peuple congolais sur mon investissement vis-à-vis de cette lutte, corps et âme, comme je l'ai toujours dit, la patrie ou la mort. Ou Voilà. la mort, je l'ai toujours dit. Voilà. Voilà, merci Chris d'avoir été succinct. Alors, je vais donc ramener mon image sur le plateau. Alors, Chris, merci, je lui disais, d'avoir été succinct. Alors, nous allons avancer, aborder quelques questions. Le temps de prendre, donc, au passage, nous prendrons. Voilà, il y a cet ami qui ne fait que nous appeler. On va le prendre là, Chris. Allô? Ah, allô? Oui, allez. Allez-y, on vous écoute. Vous voulez participer à l'émission? Oui, oui allez-y. Oui, allez-y. Comment on vous appelle là? Moi, c'est Auxence Mola. Ah, Auxence Mola, allez-y. Oui, je voulais juste intervenir pour les arguments mensongers que mon collègue Chris vient de dire sur le tribalisme. Il a dit tous les postes de responsabilité, écoutez bien, tous les postes de responsabilité pour les postes stratégiques de notre État sont occupés par les activistes. C'est faux. C'est véritablement faux. Je me demande même si mon ami Chris était un intellectuel. Parce qu'un intellectuel, avant de parler, il doit d'abord faire ce qu'on appelle par des recherches, des études. Auxence, est-ce que vous apportez la preuve contraire? Est-ce que vous pouvez nous citer des noms des gens d'autres régions qui occupent ces postes de responsabilité? Parce que tout le monde s'accorde à dire, par exemple, que dans l'armée, tout est dans les mains des gens de la cuvette. Dans l'armée, dis-lui de donner un exemple. Parce que l'armée c'est vague. Nous avons beaucoup de corps de l'armée. Ben voilà, Chris. L'armée de terre. Voilà, Chris. Bon, je pense que mon cher frère, Auxence, cela ne quitte pas. Oui, mon cher frère, je vais être bref avec vous. Aujourd'hui, vous devez savoir qu'il y a des postes de responsabilité. Je pense que vous êtes en train de me saisir. Voilà. Dites-moi, qui est le ministre de la Défense du Congo? Il fait partie de la famille Sassou. Il a des liens. Jean-Richard Monzo est un proche de cette famille-là. Vous me prenez un monsieur aujourd'hui comme le TPG à vie du Trésor public. C'est qui? C'est monsieur Ngondo. Et vous me prenez les directeurs de la CNC, c'est qui? C'est pas monsieur Évariste Ndongo. Et vous prenez le directeur de la CREF. C'est lesquels? Tous ces entités qui ont assez des budgets sont gérés par ceux qui sont proches. D'autres, certains même sont familiers avec le président de la République.
On doit être clair avec, on doit être sérieux Alors, avec nous-mêmes. Cher aîné, moi, je pense que c'est la question du Congo que nous voulons. Aujourd'hui, quand vous constatez, écoute mon cher frère, aujourd'hui, moi, je parle de la question du Congo. Aujourd'hui, les gens qui meurent au CHU, c'est tout le monde. Il n'y a pas seulement un homme du Sud, il n'y a pas seulement un homme du Nord. Je n'avantage personne, je le dis, moi, la question c'est le Congo. C'est le Congo. Nos chers aînés, je te dis ceci, nos chers papas qui sont aujourd'hui au pouvoir, nos aînés ont failli. En 40 ans au pouvoir, n'ont pu rien donner de... Chris, parce qu'il n'a que moins de 5 minutes là, pour l'antenne. Alors, est-ce que, Auxence, vous avez entendu ce qu'il a dit sur cette disproportion dans la redistribution des postes au niveau de l'armée, par exemple, et des autres services? Que répondez-vous à cet argument? Est-ce que vous avez un argument de pointe qui montre effectivement que ces postes sont équitablement redistribués entre les tribus ou les membres de la société congolaise? C'est cela justement le problème que vous posez. Merci beaucoup. Actuellement, dans le système international, l'attribution des postes de responsabilité, on voit en fonction de ce qu'on appelle par la compétence. Oui. Si le chef de arraché, ces gens-là, là où ils sont, il faut regarder leur carrière. Le ministre de la Défense, c'est pas un programme. Si peut-être le président avait placé un programme là-bas pour gérer ce ministère, on devait critiquer. Mais Bouya, par exemple, Auxence, Bouya n'est pas compétent, tout le monde le sait. Vous avez des gens comme vous. Quand on peut traiter une personne de ne pas être compétent, on doit avoir des preuves, on doit avoir des arguments. Mais les preuves, c'est ce que nous voyons. Auxence, les preuves, c'est ce que nous voyons notamment. C'est palpable. On ne peut. C'est palpable. Le manque de technicité dans la façon de réaliser les travaux, c'est cela les preuves, justement. Tout le monde, vous êtes l'un des rares, justement, les derniers à croire que ce régime est en train d'utiliser tous les cadres du pays. Vous êtes les tout derniers à penser comme ça, je crois. Au moment... Moi, je l'affirme avec force parce que je sais qu'actuellement, dans notre pays, si vous cheminez dans tous les ministères, vous allez voir que le directeur du cabinet de chaque ministère, c'est pas des gens naturels. Et que les DG, les ministres, tous les ministres sont pas des gens naturels. Il ne faut pas dire tout. Il faut dire, je pense que la majorité. Il y a dans la gestion du pouvoir des postes qu'on appelle stratégiques, justement dans la gestion du pouvoir. Vous devrez connaître tout cela. Donc, tout le monde constate que ces postes-là sont dans les mains des gens de la cuvette. Ben, je crois que, Auxence, je vais vous inviter certainement sur ce plateau. Allô? Ah, il est parti. Il est parti. C'est bien dommage. Voilà. Alors, donc, nous revenons donc sur notre émission. Salut donc à tous ceux qui nous écoutent. Journal très mouvementé depuis Brazzaville. Nous aurons la possibilité d'inviter M. Auxence sur ce plateau pour directement discuter avec lui sur cette question qui me paraît intéressante, que vous avez d'ailleurs bien circonscrite. Alors, nous allons parler maintenant de la question de l'éducation au Congo-Brazzaville. C'est une question que j'aborde avec beaucoup de peine. Vous savez, Chris, j'ai d'abord été enseignant avant de devenir journaliste. Voilà, donc... quel est le tableau que l'on connaît déjà sombre de l'éducation que vous pouvez me présenter actuellement? Le tableau, elle est tellement sombre, très sérieux. Les mots me manquent quand même parce qu'aujourd'hui, l'éducation a été relayée au dernier plan. L'éducation, c'est, comme je l'ai dit hier sur un direct, j'ai dit l'éducation, c'est le fondement d'une société. L'éducation, c'est le socle d'une société. Dès lors que le budget de l'armée, dans un pays où on privilège l'armée,
que l'éducation, ça veut tout dire. Et vous allez constater même les conditions d'études des jeunes dans les universités. Récemment, j'ai eu à publier des photos des jeunes qui sont des enfants au CP1. Vous allez retrouver dans une salle de classe plus de 120 et quelques. On m'a dit, je vais dans les écoles pour voir ces réalités-là. Plus de 120 élèves dans une salle de classe au CP1. Et donc, c'est criard et c'est catastrophique. Donc, je pense que c'est honteux pour notre pays. Et vous allez voir qu'il y a certains comportements qui découlent. Aujourd'hui, vous allez constater que nous avons des enfants qu'on appelle notamment par arabes et américains. C'est parce que l'éducation, lorsque l'État devait prendre le relais, il ne le fait plus. Et certains d'entre eux qui sont aujourd'hui au pouvoir, je le dis clairement, je parle de la personne du président Denis Sassou Nguesso, il a eu à bénéficier de l'avantage que l'État leur avait donné à cette époque-là. Et je pense qu'à un certain moment, il devait rendre l'ascenseur à nos générations, aux futures générations qui arrivent. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et je pense que c'est amer de constater cela. Voilà pourquoi je dirais à mon cher frère qui a parlé du questionnement de niveau, parce qu'aujourd'hui nous avons un sérieux problème au niveau du CHU. Vous allez constater il y a plein de diplômes, des faux diplômes, et certains diplômes sont achetés. Hein? Ceux qui ont même les masters, d'autres qui ont des doctorats, c'est des doctorats purement falsifiés et achetés. Alors, Chris, vous confirmez ce que vous affirmez, c'est-à-dire qu'à Brazza même, il y a des faux diplômes qui circulent dans les universités. Évidemment, c'est le cas parce que je l'ai toujours dit dans les milieux. Est-ce que vous pouvez en privé nous envoyer quelques noms? Nous n'allons pas les publier, mais nous voulons juste avoir la certitude que ce que vous dites est sérieux. Bon, et aujourd'hui, je veux vous envoyer qu'un exemple. Je pense que je veux vous envoyer l'exemplaire de ceux qu'on a licenciés au niveau du CHU. Le personnel soignant, je crois bien que vous êtes informés, c'est même passé sur l'une des chaînes de la place. Et là, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Et vous allez constater, même dans l'armée, surtout dans l'armée, n'en parlons plus. Il y a des gens qui ne méritent pas ce qu'ils sont dans l'armée aujourd'hui. Des colonels, des officiers, et voilà. Alors, Chris, nous allons rapidement, nous allons donc avancer, le temps presse. J'ai donc proposé à notre ami, je crois, Auxence, de venir demain au Journal de la Communauté. J'aurai une édition spéciale et nous allons continuer. Donc, nous allons débattre de cette question de la compétence même dans l'administration congolaise. Question qui saute aux yeux des observateurs avertis comme une question cruciale et pour laquelle le gouvernement s'emploie à pérenniser ce que vous appelez là-bas la médiocrité. Alors, Albert Lombo… Cher René, je vous passe une information aujourd'hui que vous devez savoir. Nombreux de nos chers compatriotes qui évoluent dans certains organismes internationaux, et l'ONU et autres, aujourd'hui, ils peinent à avoir des promotions parce qu'on en doute aujourd'hui des Congolais. Les Congolais sont mal vendus aujourd'hui au niveau de ces organisations. Vous allez constater, c'est plus ceux de l'Afrique de l'Ouest qui occupent des postes de responsabilité. Vous parlez de l'Union africaine ou bien des organisations en général? Les organisations, je parle des organisations internationales en général. Voilà. Et donc, nous avons des compétences au niveau qui sont aujourd'hui que je pèse bien mes mots. Il y a ceux qui méritent, mais aujourd'hui, ils peinent dans ces organisations-là. C'est à partir de là qu'on juge la valeur intrinsèque des cadres, justement. Et c'est cela qui fait que notre pays a été dévalué sur tous les plans, notamment plan international et sur le plan intérieur. Alors, nous avons Chris Albert Lombo, je crois, notre ami Albert Lombo, depuis le Texas. Je crois que ce résistant, vous devez le connaître. Nous allons tenter de l'appeler Albert Lombo, qui d'abord vous salue, hein, et
et vous félicite du courage que vous prenez pour vous prêter aux questions de la radio de la communauté. Albert, est-ce que vous pouvez déjà m'appeler en audio, Albert? Vous pouvez le faire sur téléphone, vous pouvez le faire sur WhatsApp. Alors, nous allons avancer dans cette émission. Je rappelle que ceux qui veulent intervenir peuvent le faire directement sur WhatsApp et je prendrai votre appel. Alors, nous avons la question, justement, la question de la santé, toujours, je crois que nous abordions. Vous parliez d'un nettoyage là-bas au CHU et on dit le directeur a des difficultés justement à faire passer son message dans le milieu du pouvoir. Les gens croient que ça ne devrait pas se faire. Alors, est-ce qu'il a finalement une marge de manœuvre? Est-ce que dans le régime même, il y a des gens qui vont le soutenir pour que ce nettoyage soit fait au plus vite? Car vous savez qu'il y a là-bas non seulement des voleurs, mais des incompétents qui doivent quitter le milieu pour nettoyer de fond en comble cette structure sanitaire. Situation, tableau exhaustif du CHU, cher Chris Dongui. Oh, il est parti, voilà. Il est parti. Est-ce qu'on peut avoir Albert Lombo depuis le Texas? Albert, est-ce que vous pouvez m'appeler au Messenger ou sur WhatsApp? Je vais tenter de reprendre. Je crois que cette fois, il est parti. Nous ne l'aurons plus. Nous n'aurons plus notre invité. C'est bien dommage. Vous savez que le crédit à Brazzaville coûte cher. C'est pour cette raison que je m'abstiens toujours de les prendre en gros plan. L'image, quand elle est couplée au son, elle coûte notamment la connexion coûte très cher à Brazzaville. Alors, pour ceux qui veulent intervenir, je vais voir si Chris va… Non, je crois qu'il est parti. Je crois qu'il est parti. Alors, ce que nous pourrons faire, c'est peut-être essayer d'appeler Chris au téléphone et nous reviendrons demain pour la suite de cette émission que nous ne pourrons malheureusement pas terminer pour des raisons de connexion. Chris, à mon avis, qui est là en train de faire une belle prestation sur cette antenne. Je crois qu'il est… Non, il est parti, nous ne l'aurons plus. C'est bien dommage. Est-ce que Albert Lombo, vous pouvez nous appeler? Je vais voir si je peux avoir Albert Lombo sur Messenger. Albert Lombo qui pensait réagir sur la question. Voilà, Albert Lombo. Alors, pour ceux qui veulent donc poursuivre ce débat, bon, je sens que ce monsieur donc, nous revient encore une fois de plus. Mais, cher ami Auxence, je ne vous prends pas maintenant parce que l'invité principal est parti. Alors, je ne sais pas à qui vous allez vous adresser, notre cher ami Auxence. J'ai promis de vous recevoir au journal de la communauté demain à partir de 17h de Chicago, OK? 17h30 de Brazza, bien sûr. Bon, je ne peux pas malheureusement avoir… Albert Lombo, Albert? Albert? Oui, Jean-Louis. Bon, voilà, mes excuses parce qu'il y a des gens qui m'appelaient au WhatsApp. Est-ce que tu peux intervenir parce que nous n'avons pas la possibilité de te prendre sur vidéo? Bon, finalement, je regrette bien, l'invité est parti, mais je crois qu'il suit l'émission sur Facebook. Nous allons continuer cette émission avec Chris demain à partir de 17h30 de Brazza. Est-ce que tu peux réagir sur les points que nous venons déjà d'aborder, notamment sur la question même de la compétence des cadres, donc notamment le choix des cadres aussi bien au niveau intérieur que international, car tu as appris que au niveau international, nos cadres ne valent absolument rien et la valeur intrinsèque d'un pays, comme vous le savez, est mesurée à travers cette contribution des cadres que nous t'envoyons là-bas dans ces organisations internationales. Albert Lombo, c'est à toi. Merci Jean-Louis, merci Monsieur Chris. Dommage qu'il soit parti. Et bon, comme tu as su le dire, Monsieur Jean-Louis qui venait est en train de nous. Bon, je suis avec intermittence ce débat parce que je me sers de mon téléphone en même temps pour faire entrer les cartes de crédit parce que je suis dans mon bureau, je suis au marché. Oui. Alors, le jeune a bien abordé le sujet, surtout d'abord, je suis d'accord avec lui sur l'ethnie, la manipulation politicienne. Lui, il a dit politicienne, non. C'est une manipulation politicienne
des politicards du régime de Brazzaville parce qu'il n'y a jamais eu des politiques là-bas. Et puis, vous savez que ça fait longtemps que ce problème est évoqué, mais à l'époque, c'était évoqué avec moins d'exemples. Mais aujourd'hui, le régime en place nous a déjà fait montrer sur la place, enfin, au Congo tout entier, et même dans les postes internationaux, que il n'y a pas de l'ethnie. Donc lui, il a fait de telle sorte que l'ethnie soit, je vais être bref, oui, parce que j'ai besoin que l'ethnie soit manipulée, et puis l'éducation, il est impossible dans un pays totalitaire qu'il y ait une bonne éducation pour les cadres, et puis la méritocratie, ce n'est pas du régime de Sassou. Je vous en prie, je vais revenir à tout à l'heure, excusez-moi. Ok, il n'y a pas de problème, il y a Chris qui est revenu. Merci beaucoup Albert Lombo. Oui, alors Chris, tu es revenu là donc? Oui, un problème de réseau là. Voilà, donc oui, j'ai compris, ce n'est pas toujours facile avec Brazza. Hein. Alors nous parlions donc de la question du nettoyage en vue ou qui se réalise déjà au CHU. Et j'avais donc Albert Lombo qui est un résistant ou un Congolais du Texas qui, lui, apprécie hautement ce que vous avez affirmé sur le critère de compétence dans le choix des cadres, justement. Albert, est-ce que vous êtes là? Bon, je crois qu'il est… Albert est parti. Bon, je crois qu'il faut qu'il nous rappelle. Alors, Chris, allez-y. Donc, sur cette question-là du CHU, vous allez constater qu'il n'y a pas que le CHU. Bon, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, comme j'ai su le dire. Et donc, ce problème-là, même au sein de l'administration congolaise, nous retrouvons ces problématiques-là. Et donc, il y en a nombreux qui ont des diplômes achetés, d'autres falsifiés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est même ça le problème qui est en train d'empêcher, qui fait en sorte qu'il y ait beaucoup de décès dans nos hôpitaux, parce que le personnel soignant n'est pas qualifié. Voilà encore une autre coupure, c'est bien dommage. J'en profite donc pour vous donner quelques dépêches, notamment de la communauté congolaise des USA. Voilà, je crois qu'il est revenu. Voilà, donc des difficultés, il faut en muter ce micro. Voilà, Chris, ton micro est en mute là. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Voilà, une dépêche donc qui nous vient de notre ami Serge Flavier et qui concerne la communauté congolaise des USA. Voilà. Les Congolais vivant aux USA sont conviés à une assemblée générale communautaire qui aura lieu le samedi 1er février 2020 à 18h. 18h donc de l'Est, bien sûr, en heure de New York. Pour plus d'infos, contactez la commission ad hoc via Radio Congo Live en Chicago. La commission ad hoc, bien sûr, il s'agit de la commission ad hoc de la communauté congolaise aux USA. Vous savez que cette communauté est une communauté organisée, donc ils veulent bien harmoniser leur position, notamment dans les questions, par exemple, d'inhumation des corps, de transfert de corps. Eh bien, donc il y a là le besoin d'une plateforme et les gens croient qu'ils doivent se réunir. Donc, ils nous informent qu'il y aura une réunion de cette plateforme provisoire le samedi 1er février 2020 à 18h de l'Est, bien sûr. Alors, Chris, est-ce que vous êtes là? Oh, il a toujours son micro muté. Chris, est-ce que vous pouvez unmuter le micro? Nous avons des problèmes avec notre ami Chris, dont le micro ne passe pas. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder. Chris, il faut regarder en bas et à gauche de votre écran et vous verrez un trait rouge sur… voilà, est-ce qu'il est là? Voilà, non, mais votre micro est toujours en mute. Vous devez l'ouvrir, Chris. Chris, votre micro est en mute. Je vais donc voir s'il y a quelques questions des auditeurs, notamment des gens qui suivent l'émission. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Nous allons les lire.
Voilà, Albert Lombo. Le ministre de la Défense n'a pas été compétent devant l'évasion des Angolais. Joe Curtis, je suis témoin de ces faux diplômes, je vais intervenir. Alors, Joe Curtis, vous pouvez m'appeler rapidement là sur WhatsApp. Je crois que vous avez mon WhatsApp, Joe Curtis. Ou sur Messenger, hein, j'attends. OK. Alors, Ferrol Obembe, Jean Lewis Prenez, Joe Curtis qui souhaiterait intervenir. Alors, Joe Curtis, c'est à vous, je vous attends. Est-ce que vous pouvez intervenir rapidement? Ou je vous appelle moi-même. Est-ce que j'ai votre WhatsApp? Je ne crois pas. Je vais essayer de regarder. Est-ce qu'il est là? Nous avons… mon invité a des problèmes de micro. Ce que vous ferez, je n'arrive pas à l'ouvrir ici. Vous devez vous-même aller sur votre Zoom, regarder en bas et à gauche et appuyer sur l'insigne, donc le logo ou un signe du micro. Albert, c'est plutôt Joe Curtis. Albert, je vous reprends dans quelques minutes, Albert. Voilà, donc c'est Joe Curtis qui va intervenir. Je vais essayer de voir si je peux appeler Joe Curtis sur Messenger. Et pendant que mon invité s'arrange là-bas à ouvrir son micro, Joe Curtis, voilà, qui est donc… voilà, est-ce qu'il est là? Voilà, il est là. Donc, on va voir, on va écouter Joe Curtis sur la question même des faux diplômes. Voilà, il ne répond pas. C'est bien dommage. Joe Curtis sur la question des faux diplômes à Brazzaville, des faux diplômes qui circulent. Nous venons de l'apprendre de mon invité, notamment au CHU. Voilà, c'est bien regrettable. Nous avons plusieurs problèmes à la fois. L'invité n'a pas son micro ouvert, donc voilà. Alors, est-ce que Chris, vous pouvez, voilà, voilà, ça va maintenant. Alors, Chris, Oui. voilà, est-ce que je crois que voilà, tout est rentré dans l'ordre, je crois, mais je ne vous vois pas. Mais vous pouvez déjà commencer à parler, Chris. Oui, là, ça va. Je vais donc vous demander d'ouvrir votre vidéo. Est-ce que je ne vois pas, on ne vous voit pas, Chris. Le son passe, mais voilà, très bien. Voilà, allez-y. Nous allons terminer donc l'émission dans quelques minutes parce qu'il faut qu'on aborde la question de l'alternance politique, qui est une question d'actualité cruciale. Allez-y, terminez sur le CHU. Voilà. Donc, le problème du CHU, je pense que n'est pas que le CHU, ce n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Et donc, c'est dans toute l'administration congolaise qu'il y a… Oui. Allô? Allô? Voilà, nous allons donc donner la parole à Albert Lombo pour terminer. Albert, alors Chris, le micro, il faut l'ouvrir encore. C'est bien dommage, c'est difficile. Nous allons appeler Albert Lombo et nous passerons à Joe Curtis. Albert, est-ce que vous m'appelez vous-même déjà? Albert? Albert, est-ce que vous pouvez m'appeler au WhatsApp, s'il te plaît? Bon, je le fais, hein, je vous appelle moi-même. Albert Lombo, voilà. Voilà, nous appelons donc Albert Lombo du Texas, qui va donc terminer sur la question de la compétence des cadres. Voilà, je sens que Chris, voilà, une ligne perturbée, Chris, hein, c'est pas facile, hein? Alors, Albert? Oui, et tu peux donc terminer et nous prendrons Joe Curtis qui attend. Ouais, je disais vraiment que le peuple congolais qui nous écoute, que les auditeurs de votre radio qui nous écoutent nous excusent. Je disais que ce jeune n'était pas mal et que nous les Congolais, normalement, quand on voit quelqu'un s'engager, il ne faut jamais d'abord lui soupçonner de quoi que ce soit. Et quand on regarde qu'il est dans un même combat que nous, il faut essayer un peu de le suivre, de le suivre au lieu déjà de lui prêter des intentions. Chacun d'entre nous ne peut pas vraiment de but en blanc se retrouver dans les mains de Kiki ni de Sassou
sans qu'il y ait un préalable. Donc je disais que lui, il a commencé par l'ethnie. L'ethnie est bien manipulée par les politicards de Brazzaville qui ont fait un cheval de bataille. Donc sur ce point, vraiment, je suis très d'accord avec lui. Et puis sur le cas de l'éducation, il faut comprendre que dans un pays totalitaire où le régime est un régime dictatorial, on ne peut jamais avoir des bonnes écoles parce que l'école fabrique des intellectuels et les intellectuels sont souvent des intellectuels, les cadres vraiment qui sont dans la méritocratie, ce sont des contestataires d'un régime aussi corrompu que celui-là. Donc, pour tuer un pays, on passe par l'école. Donc, il ne pourra jamais avoir de bonnes écoles ou vraiment un bel environnement ou des formations dans un pays comme celui-là. Puisque si nous, à l'époque, on criait des valets locaux, mais les valets locaux, ça veut dire que nous avons un valet local qui s'appelle Sassou, qui travaille pour les firmes internationales. Donc, il ne pourra jamais améliorer l'école. Et je dis, quand on parlait du ministre de la Défense, de sa compétence, je dis, mais mon œil, mais quel est ce ministre de la Défense qui a quelle compétence quand nous étions envahis par les Angolais? Qu'a-t-il fait? Et qu'est-ce que la force incompétente a fait? Est-ce que c'était farfelu de sacrifier toute une région qui s'appelle le Poul pour attraper un individu? Et ça, vous appelez des compétences? Vous envoyez les incompétents jeunes que vous avez recrutés dans les villages à l'abattoir et qui se sont fait prendre par un civil qui est là-bas, qui est dans le pool. Alors, jusqu'aujourd'hui, on n'a rien eu, on n'a jamais gagné cette guerre-là, une guerre interne. Et vous me parlez de la compétence. Alors, je dis simplement que le jeune, il n'est pas mal. Moi, je l'ai suivi. Je suis désolé de ne pas continuer à suivre parce que j'utilise mon téléphone. Il n'y a pas de problème. Et la dernière question, c'était quoi, Lévis, s'il te plaît? Il s'agissait des difficultés que... voilà, il s'agissait de la question du CHU, notamment des résistances que le nouveau directeur général rencontre dans l'application des mesures d'assainissement de cette structure. Mais mon frère, il est difficile. Oui, allez-y. Il est difficile d'assainir une structure qui est parmi les autres structures pourries. Nous pensons que nous avons d'abord la complémentarité des secteurs. Nous avons l'éducation, nous avons la santé, nous avons, comment vous appelez ça, la formation. Nous avons beaucoup de secteurs qui se conjuguent. Mais vous ne pouvez pas avoir à l'école, il n'y a personne, vous n'avez formé personne, et vous pensez que de but en blanc, même si c'est un étranger qui est venu, qui va trouver les locaux qui lui sont recommandés. Puisque aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui nomme et recommande. Il nomme et il recommande dans des administrations ses parents. Il n'y a pas une méritocratie. Donc, on ne pouvait pas assainir ce genre de choses. Et même si vous prenez un balayeur de cet hôpital, un parent, mais il viendra pour dormir parce qu'il sait qu'il est protégé quelque part. Puisqu'il n'a pas mérité, on lui a envoyé travailler là-bas. Et ceux qui méritent, ce sont ceux qui souffrent. Ce sont ceux-là qu'on tue. Alors, vous pouvez organiser un tel pays. Moi, je pense bien que nous sommes dans un désordre notoire. Nous sommes maintenant... Donc, le pays est pris en otage par des incompétents. Et vous savez, chez moi, on dit que c'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas travailler, quand il a déjà goûté la nourriture, notamment dans ta plantation, mais il ne partira plus. Il ne partira plus. Personne ne partira plus, sinon ce n'est que sa mort. Et quand il s'en ira, ce serait un désordre, parce que le monsieur qui va vraiment prendre ce pays doit d'abord faire un grand travail. Et
premier Voilà. secteur à investir, c'est l'enseignement. Donc, et la santé. Voilà, Pour merci. que les gens soient bien portants, un corset enfin, disons, une âme saine dans un corps sain. Et puis, bon, on pourra maintenant regarder la suite après. Merci. Merci Albert, merci. Donc, c'était notre ami Albert Lombo, depuis voilà, mon invité, donc nous revient, mais qui a toujours voilà, le micro. Alors, est-ce que tu m'entends, Chris? Oui, je vous entends très bien. Voilà, nous allons clôturer cette émission. Je souhaite bien que tout se passe correctement pour clôturer avec le problème de l'alternance politique au Congo-Brazzaville. Vous avez d'abord la question de ceux qui sont censés incarner les mêmes points de vue que vous, notamment les gens de l'opposition. Nous avons 4 composantes, je dirais même 5. Vous avez l'opposition ici dans la diaspora, vous avez l'opposition au Congo-Brazzaville avec les Kolela, Madame Mounari, vous avez les Mathias Nzon, Tsati Mabiala, qui est, comme vous le savez, est le chef de l'opposition justement officiellement. Alors, quelles sont les cartes que ces 3 sont en train de jouer sur place à Brazzaville? Est-ce que vous pensez… D'abord, vous pouvez rapidement, en quelques secondes, passer au peigne fin les positions de chacun de ces leaders, notamment Kolela, Paulin Makaya et les Mathias Nzon, et montrer en quoi ces positions peuvent, oui ou non, nous permettre d'avancer dans la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville. Bon, j'ai suivi les conférences de presse de quelques-uns. Bon, je pense que, comme je l'ai dit au départ, les Congolais ne se retrouvent plus avec les discours de nos aînés, parce qu'à un certain moment, ils en ont marre de certains, leur façon de faire, la politique du ventre que certains mènent. Mais il y a des propos que je peux retenir de certains. Je ne veux pas dire que je suis j'épaule, tel que celui que je viens de suivre ce matin, notre aîné Paulin Makaya, qui était clair sur un point de vue qui était clair, qu'il ne pouvait pas aller aux élections sans pourtant qu'il y ait un vrai dialogue, hein, où Jean-Marie Michel Moukoko, Andro Kombi-Salissa doivent participer obligatoirement et ensuite revoir le fichier électoral qui est biaisé d'avance. Hein, ce fichier électoral où nous voyons qu'il y a même des hommes qui n'existent plus, qui ne sont plus de ce monde, mais où les gens continuent à voter avec leur nom. Voilà. Donc, voilà. La question de l'alternance, c'est même ça la solution même le problématique même qui empêche que notre pays puisse évoluer. Parce que l'unique élection que nous avons vue crédible… Oui, mais comment cette question peut-elle être résolue si on voit déjà que même au niveau de l'opposition locale, il n'y a pas une certaine harmonie dans les positions? Il y a des gens qui croient qu'il faut que le président s'assoie une rallonge de 2 ou 3 ans. On soupçonne même certains d'avoir déjà empoché la bagatelle de 2 milliards ou sont en train de revendiquer cette bagatelle. Il y a là beaucoup de directions qui, justement, présagent un avenir plutôt, aurais-je pu dire, ténébreux pour cette démocratie. Bon, moi je pense qui croyez-vous être sérieux dans ces milieux de l'opposition à Brazzaville? Bon, sérieux, le fond intérieur de tout un chacun, je ne maîtrise pas. Hein, ben, le peuple a à dire, le peuple aussi juge. Parce qu'à un certain moment, quand ça va sortir de la bouche de Dongui, on dira qu'il a des partis pris. Hein? Je pense qu'à un certain moment, on doit être sérieux avec nous-mêmes. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit que quel héritage allons-nous léguer, que ces derniers vont léguer aux futures générations qui vont arriver. Si c'est la corruption, je ne pense pas que ce pays ira loin. Voilà. Déjà, nous sombrons dans un déclin du désespoir. Mais il est question qu'ils mettent leurs intérêts personnels de côté. On privilège l'intérêt du peuple congolais qui est en train de vivre. Voilà, Chris est parti. Alors Serge, vous pouvez rapidement intervenir parce que nous allons boucler cette émission. Là, on va la refermer.
Alors, Serge? Oui, merci Jean Lewis, merci à votre invité qui fait une sortie très remarquable, en dépit des critiques mal placées qu'on a pu entendre ça et là. C'est vraiment dommage qu'il ne soit plus là parce que je venais pour poser une seule question. Bon, je vais tenter de l'ouvrir. Là, il revient. Oui, c'est une question à caractère économique avec beaucoup d'implications sociales. Je peux y aller? Oui, attendez, je vais voir s'il... Allô, Chris? Je crois qu'il est... il ne peut pas vous entendre maintenant. Bien, je vais poser ma question. Oui, posez votre question. Une fois que vous l'aurez de retour sur l'antenne, vous pouvez vous faire mon interprète ou mon... Allez-y. Je vais dire. Voilà, merci. Voilà, donc ma question, c'est celle-ci. Nous avons appris il y a quelques semaines que la mairie de Brazzaville aurait pris une décision de procéder à un déguerpissement de toutes les activités relevant du secteur informel dans la ville de Brazzaville. Et connaissant que Brazzaville imprime souvent le rythme, une telle mesure connaîtrait certainement des répercussions sur le reste du pays dans les grandes villes. Alors, nous savons quel est le rôle que joue le secteur informel aujourd'hui dans l'économie de notre pays, en termes d'emploi, parce que c'est devenu un secteur refuge. Voilà, il est revenu là. Il va vous écouter maintenant là, oui. Allô, Chris? Voilà, merci. Voilà, vous avez donc en direct de, je crois, du Colorado, ici aux USA, Monsieur Serge Flavier, qui pose une question sur je crois que vous avez eu vent de cette information, le déguerpissement des kiosques de mobile money, donc de ce secteur informel. Voilà, donc de toutes les activités relevant du secteur informel et qui généralement se pratiquent aux abords des grandes avenues et aux alentours des grands espaces de haute fréquentation. Alors, est-ce que cette information est avérée? Si oui, quels en sont les mobiles? Quelles en sont les motivations? Quelles sont les raisons qui motivent la mairie de Brazzaville à vouloir faire le déguerpissement de tous ces jeunes opérateurs économiques qui trouvent leur survie à travers ces activités du secteur informel? Voilà ma question. Voilà, merci beaucoup Serge Flavier. Alors Chris, allez-y d'abord. Répondez, aurais-je pu dire? Je pense qu'aujourd'hui, cette question-là, j'étais aux cheveux de ces jeunes. Ils sont plus de 7000. Je l'ai dit clairement, j'ai été clair à ce sujet-là, connaissant la politique de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est une politique de nuisance. Hein. C'est une politique de nuisance et donc ils veulent nuire à la jeunesse congolaise parce que pour certains d'entre ces jeunes qui exercent ces activités-là, c'est des étudiants, d'autres des diplômés sans emploi. Et non seulement que cette société MTM et autres les exploitent, et comme la mairie a déjà reçu des bagatelles de sommes parce que ces derniers payent l'occupation du domaine public qui s'élève à 30 000 francs l'année et un autre papier qu'ils payent. Donc 60 000 francs pour un kiosque. 60 000 francs pour un kiosque. Donc j'ai même interpellé monsieur Guy Marius Okana. Je lui ai dit, j'ai été clair que l'administration, ce n'est pas un parti politique. On ne peut pas gérer une administration comme si on gérait un parti politique. Au préalable, il y a on essaie de tâter la réalité du terrain avant de pouvoir mettre une note circulaire sur l'espace public. Voilà. Alors, voilà, la question, la réponse me paraît claire et sans ambiguïté. Guy Marius Okana, je l'ai invité, donc, si vous pouvez donc le voir dans les rues de Brazzaville ou bien l'appeler, dites-lui que le gens de la communauté veut en savoir davantage. Pourquoi procéder au déguerpissement de ce secteur informel qui me semble-t-il, rapporte beaucoup d'argent à l'État, justement, et qui permet de délocaliser, justement, les points de vente, de raccourcir même donc de rapprocher le consommateur du produit. C'est cela. Évidemment, évidemment. Voilà, je pense que c'est une volonté de nuire.
ils veulent que tous les jeunes deviennent des bébés noirs. C'est ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, nous avons, Chris, nous avons donc Joe Curtis qui nous appelle donc d'ici, des USA, qui va intervenir. Alors, nous allons dans quelques instants refermer ce journal. Alors, Joe Curtis, nous avons abordé plusieurs points, notamment de la compétence des cadres, le point de l'alternance. Joe Curtis, vous devez refermer fermer votre Facebook. Vous ne pouvez pas réécouter l'émission pendant que vous nous appelez. Voilà, donc, est-ce que vous êtes là, Joe Curtis? Oui, je suis là, je viens de refermer. En fait, voilà, allez-y. Numéro. Je vous écoute, allez-y. Mon très cher frère, bonne année à toi. Donc, mes salutations à tous qui sont en train de nous suivre, mes salutations à mon frère Dangui. Vraiment, merci beaucoup, mon cher frère. Que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup dans cette lutte, vraiment. Bon, vraiment, en ce qui concerne le tribalisme, et ce qu'il a dit, c'est peut-être 20%. En fait, c'est juste une image qu'il a donnée. Mais sur le terrain, je vous assure que c'est plus pire que ça. Et il en connaît. Évidemment. Je vous assure que c'est plus pire que ça. Bon, vous savez, John Lewis, j'ai eu l'occasion de travailler en tant qu'interprète dans une des plus grandes chaînes hôtelières de Brazzaville. Ce que j'ai vu, c'est pire que ça. J'ai travaillé à Asperbras, une société brésilienne. Voilà. Mais ce qui s'est passé avec Asperbras, c'est tout un crime. Et aujourd'hui, lesquels qui sont en train d'encaisser. Mais c'est la population. Mais quand j'essaie de voir lesquels qui étaient au centre de ces grands projets-là, qui ont coûté l'État plusieurs milliards, mais c'est la famille présidentielle. C'est la famille. Je vous donne un exemple. La route de Filou, par exemple, la route de Filou, quand le président chinois est arrivé au pays, la route de Filou, là, une journée avant, mais le ministère de Grands Travaux, ils étaient vraiment mobilisés à nettoyer cette route. Aménager, à nettoyer. Est passé sans retour. Mais allez-y voir ce qui se passe. Il n'y a que ça. Là encore, c'est un exemple, je vous donne. Maintenant, s'il faut s'inscrire dans un contexte de tribalisme, mais aujourd'hui, qui s'en occupe aujourd'hui? C'est le neveu du président. Et nous connaissons très bien John Lewis. Il y a certaines choses, quand on est humain, vous pouvez, tu n'as pas besoin d'un ingénieur ou un technicien pour venir vous expliquer. Quand vous avez un Jean-Jacques Bouya, ministre délégué aux grands travaux, quand vous avez Claudia Sassou, conseillère à la présidente de son père, quand vous avez Christelle Denis Sassou Nguesso, le gérant de la vente de la manne pétrolière. Tout ça. Mais voilà. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais le tribalisme aujourd'hui, mais faut être sur le terrain. Moi, j'ai vécu ça à Mayem Gwabi, mais c'était terrible. C'était terrible. Les professeurs... Il y a même des clans dans les universités aujourd'hui. Vous allez constater, mon cher frère, il y a des clans. John Lewis, un professeur arrive tout nouveau. Un nouveau professeur arrive à l'université. Moi, j'étais en 4e année d'université, je faisais mon master 1. Il arrive, il y avait un ancien professeur, paix à son âme, M. Samba Samba. Mais le professeur là, bien qu'il est sudiste, je m'excuse pour ces termes, mais ce professeur là a soutenu sa thèse. Mais tu sais que dans la salle, tellement que le professeur parlait bien anglais, donc dans la salle, l'équipe des jurys, tout ça et autres, la plupart c'était nos frères de la zone nord, les étudiants voient un vrai qui est en face au professeur qui n'a s'exprimé autrement beaucoup. Mais tu sais que le professeur là, on lui a dit de réécrire son document de 450 pages. Et on lui a réduit le nombre des heures. Et l'autre professeur nous a dit, il a dit dans la classe, chez les filles, que tous les autres professeurs, que ce soit les anciens professeurs, lui est un nouveau professeur, mais comme il venait en VX à l'école, en plus il était membre du PCT, dit, tous les anciens professeurs qui vont vous mener la vie difficile, faites-moi la liste. Et même à l'université, les examens, ces professeurs-là donnaient des examens chez toutes les filles et les frères du Nord avant, une journée avant.
C'est Mais le comme nous PCT, étions des amis, l'université a nanana, été transformée voilà, en c'est PCT, comme ça que ça s'est c'est le passé. Parti congolais du travail. C'est tout Mais le non, le monde qui sont là-bas. concours, Chris, vous je confirmez vais tout ça? terminer avec l'éducation. Oui, allez-y. Mais John Lewis, en 2011 et en 2013, hein, je me suis inscrit pour bénéficier d'une bourse, la bourse d'Algérie, une bourse militaire. Dans cette bourse, il y avait 168 candidats. Dans les 168 candidats, il n'y avait que 7 noms du Sud. Ça se passe en 2011. Et en 2013, c'était la même chose. Et à la dernière minute, comme on met la liste, ça se passe en 2013. C'est pas nouveau. Alors, et aujourd'hui, c'est encore plus pire. Dans l'armée, c'est la même chose. Dans les administrations publiques, c'est la même chose. Moi, j'ai travaillé en tant que chef adjoint de réception dans cette grande chaîne hôtelière. Mais Christelle envoyait des clients. Je t'assure que les dépenses, il y a une société au Congo au nom de la financière. C'est une société qui ne fonctionne que dans la bêtise. Donc, avec un budget au moins de 2 milliards. Mais chaque samedi et dimanche, il y avait des filles qui venaient de Kinshasa, tout simplement pour utiliser ces fonds. Et c'est toute une clique. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? C'est l'enfant du président. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? C'est l'enfant du président. Maintenant, ce qui concerne l'hôpital aujourd'hui, j'étais hospitalisé encore, je ne sais pas, c'était entre 2009 ou 2010. Mais je t'assure que ça s'est bien, grâce à moi, ça s'est passé après mon opération courant Kouendaka, dans le CHU. Mais l'hôpital, tout l'enceinte de l'hôpital, nous étions dans le noir pendant 1 heure. Et mais encore plus pire, est-ce que tu sais qu'à l'hôpital, à la mort du CHU, les morts, va passer beaucoup là-bas, Miseka. Les grandes personnes, les gens morts disent, mais Miseka, ça c'est la vérité. Parce que c'est là leur source de revenus, c'est ce que nous avons appris. C'est le poumon économique de la mairie de Brazzaville du Congo. Oui, c'est le poumon économique. Donc il faudrait que les gens meurent pour que l'argent rentre dans les caisses de la mairie comment les centrale. familles passent des nuits sur le sol. Faut voir la structure de l'hôpital sur le terrain. Regarde comment les familles passent des nuits sur le sol. C'est triste. T'as l'impression que nous sommes dans un centre de détention des esclaves. Évidemment. Faut arriver sur le terrain. Faut arriver sur le terrain pour voir comment les docteurs, nos frères nordistes, influencent d'autres docteurs. Faut arriver sur le terrain. Mais le docteur qui est décédé là, comment tu l'appelles le docteur? Voulez-vous me dire, donc à vous deux, à Chris, parce que je sens que vous avez des nouvelles un peu plus fraîches du pays, que les partisans, donc les cadres du Nord, se comportent dans ces administrations comme des chefs ou responsables, même quand ils savent qu'ils ne sont pas dans le pouvoir de décision. C'est-à-dire qu'ils tendent à... Oui, mais ce qui se passe, c'est quoi, John Lewis? Ce qui se passe, c'est que quand tu essaies de voir l'organigramme des postes militaires et civils au Congo-Brazzaville, tu as l'impression que c'est une famille. Je te donne un exemple. Regarde le port de Pointe-Noire. Non, c'est parce que, Joe Curtis, ce n'était pas là ma question. Je voudrais dire ceci, que est-ce que les cadres Mboshi, par exemple, qui savent qu'ils sont proches du pouvoir, se comportent dans les administrations comme les potentats, des détenteurs même du pouvoir, donnant des instructions et même à leur chef hiérarchique. Mais si. Exactement. Mais c'est grave alors. Non, mais voilà pourquoi je voulais tout simplement, premièrement, confirmer ce que mon frère venait de dire et deuxièmement, dire que ce qu'il vient de dire, c'est tout simplement une façon de flasher l'information. Mais dans le fond, ce qui se passe, c'est plus terrible que ça. C'est plus terrible que ça. Bon, nous ne pouvons malheureusement pas tout évoquer, mais moi, ce phénomène a commencé, Joe Curtis, il y a peut-être longtemps, mais maintenant, on croit qu'il a été récupéré, comme le disait Chris au début de l'émission. Il a donc été instrumentalisé, ce phénomène, le phénomène du tribalisme. Pour vous raconter une petite anecdote, moi, j'en ai vécu
courant 80, les années 80, nous étions à l'université, notamment à Bayardel, où mon prof me demandait, mais fiston, il m'appelait fiston à l'époque, en année de philo, fiston, mais toi, tu es d'où là? D'où viens-tu? Tu es à côté chez les petits bandits ou un peu plus bas? Alors, vous voyez déjà, il parle de petits bandits à côté, notamment les partisans, donc les membres, l'agent du pôle. Évidemment. Oui, ça se passe pendant les années 80. Il y a plein de tas de choses que je ne saurais dire à ce micro. Et donc, aujourd'hui, on croit que le phénomène a pris des proportions tout à fait inquiétantes quand on sait que des cadres dans ces administrations-là, se prévalant du fait qu'ils sont embauchés, foulent aux pieds même les instructions de leur chef, puisqu'ils savent qu'ils ne seront jamais punis. Mais voilà pourquoi je t'ai parlé de l'organigramme des postes. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends le ministre, je prends tout simplement un exemple. Le ministre place son neveu recteur. Et quand tu essaies de voir l'état d'esprit de nos frères aujourd'hui, mais on va s'attendre à quoi? Mais je te flash encore une autre information. Dongui est là. Il nous écoute, il peut confirmer ça. Tu sais, aujourd'hui, les concours qui se passent, là, de l'ENAM, tout ça, ces concours-là, pour avoir 90% de chance, il faut financer au moins 250 000 francs. Pour passer? Oui, ces concours-là, les concours de l'ENAM, tout ça. 250 000, c'est même peu. D'autres atteignent les 500 000. 250 000 francs. Et à cela, il faut aussi ajouter le phénomène de quiz libère. Donc, vous avez déjà des postes qui sont évidemment faits par des filles brutes qui ne valent absolument rien. Voilà. Et voilà. C'est scandaleux. Voilà ce que nous. Alors, merci donc, Joe Curtis, d'avoir fait une intervention brillante, je le crois. Et nous allons donc refermer ce journal, Chris, avec certainement un mot de votre part. Vous n'avez pas suffisamment articulé la question de cette alternance parce que les amis ici de l'opposition croient que ceux qui sont là-bas sur place ne font que leurs propres affaires, qu'ils sont Tsatim Abiala, on croit qu'il est dans le système de l'opposition, qu'ils ne sont qu'en train d'accompagner l'homme de mission, de chargé de mission. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous proposer là quelques perspectives, quelques pistes? Qu'est-ce que de 2021, donc sur notre route sur 2021, croyez-vous que les choses vont bien se passer? Est-ce qu'il y a même une opportunité? À cette allure-là, doit-on parler même de ce 2021 quand on sait qu'il y a dans le pays plutôt des calculs d'intérêt pour pérenniser le système qui est là? Évidemment, cher aîné, évidemment. Je pense vous pouvez m'appeler Jean Lewis, appelez-moi par mon nom. Vous voyez, nous sommes en Occident, c'est parce qu'on croit, on parle d'aîné à Brazzaville que finalement les gens en abusent. Vous pouvez m'appeler Jean Lewis. Voilà. Monsieur Jean Lewis, aujourd'hui, vous allez constater que le constat est amer, est très amer, parce que chacun voit ses propres intérêts. Je dirais même, vous voyez les opposants qui font les fanfares de ce pouvoir, où vous êtes en train de voir que M. Tsatim Abiala arrive avec le report des élections, M. Kolela arrive avec je serai candidat, si M. Denis Sassou Nguesso change, je peux aussi le soutenir. Vous voyez que c'est des gens inconstants. Moi, je suis plus jeune que eux. Je pense qu'à leur niveau, ils ne devaient pas traîner cette inconstance. Et je pense qu'aujourd'hui, au stade où nous sommes arrivés, on ne peut parler d'élections sans pourtant régler le problématique de l'alternance, notamment la révision du fichier électoral, cette CENI-là qui doit être réellement indépendante, qui ne devait plus dépendre du ministère de l'Intérieur. Hein? Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, je demande à tout ce monde-là de mettre leurs intérêts de côté et que nous puissions nous asseoir dignement et plus responsablement pour régler les problématiques du peuple congolais.
ce qui est en train aujourd'hui d'enfoncer les populations dans la misère, surtout les questions sociales. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut parler de ça. Notamment des inondations, voilà. Est-ce que pensez-vous comme les autres, pensez-vous comme les autres, ce sera la dernière question, Chris, pensez-vous comme les autres qu'il faudra faire table rase de tout ce qui existe, notamment cette armature qui est là et assise, donc tout nettoyer? Je parle d'une conférence plutôt nationale, souveraine, ou appelez-la comme vous voulez. Est-ce que vous croyez que les Congolais doivent s'asseoir avec justement une structure indépendante et qui devait repenser, changer tout ce qui existe pour aller aux élections, pour appliquer le schéma dont vous parlez? Évidemment, nous devons nous asseoir, puisque nous sommes tous fils du pays. Je l'ai toujours dit, le Congo n'appartient pas à un groupe de gens, le Congo appartient à tout le monde, et nous en connaissons. Même la fameuse constitution qui a eu à faire couler assez de sang, ceux qui ont aimé cette constitution-là, qui l'ont soutenue. Ça le dit à l'intérieur. Et donc, je pense qu'en tant que citoyen qui connaît mes droits et mes devoirs, je pense qu'il est important que nous puissions nous asseoir sérieusement et non faire comme ce qu'ils ont l'habitude de faire, les monologues. Je pense que ce n'est pas ça un dialogue qui doit être une grande messe. Moi, j'appellerais ça une grande messe où nous devons nous asseoir pour mettre fin à cette barbarie. Moi, je parle de la barbarie, les bêtises humaines que nos aînés ont commises, surtout. Mais nos papas, nos aînés qui sont au pouvoir, aujourd'hui, ils doivent savoir qu'ils ont mal géré le pays. Ils doivent assumer leurs responsabilités. Et ensuite, nous allons rebâtir ce pays ensemble. Voilà. Je pense qu'ils doivent assumer leurs responsabilités. Voilà. Voilà, c'est ils doivent reconnaître leur mégestion. En 40 ans, ils n'ont pas pu apporter quelque chose d'important au peuple congolais, ni l'eau, ni l'électricité, ni quoi que ce soit. L'éducation a été réduite à néant. Il est important qu'ils puissent reconnaître ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, nous allons partir, nous allons nous asseoir. Nous sommes fils du pays. Je pense que c'est important que nous nous mettons ensemble. Voilà. Voilà, vous avez donc là le langage, un langage direct. L'unité du peuple congolais. Voilà. L'unité dans la sincérité. Voilà. Oui. Donc, Chris Dongui, qui était notre invité, qui termine sur une note, à mon avis, ferme sur le tableau qu'on nous peint tous les jours de Brazzaville avec les inondations, les moustiques, tout ce que nous avons. J'ai une remarque ici de notre ami Moine Tsengou qui nous dit qu'il faut inviter ce ministre, donc M. Okana, qu'il vienne parler des immondices à Brazzaville, du déguerpissement des kiosques et autres, donc de la mise en difficulté du secteur informel à Brazzaville. Donc, j'espère que M. Okana pourra entendre cet appel et je lui propose de venir à cette antenne demain à partir de 17h de Brazzaville. Nous sommes donc disponibles à lui accorder ce plateau pour discuter de ces questions. Vous le savez, autant que moi, que nous le faisons toujours avec beaucoup de respect et de civilité. Nous avons donc demain, à partir de 17h, un tableau qui est réservé spécialement aux partisans du PCT. Donc, si vous savez que vous êtes du PCT, vous pouvez toujours m'envoyer à Jean Lewis un message pour solliciter le passage à l'antenne. Vous pouvez le faire en audio, vous pouvez le faire sur vidéo. Je serai là, donc je vous prendrai pour 1 heure ou 2 heures, comme vous le souhaitez. Le passage à cette antenne est gratuit, donc vous n'avez rien à craindre pour votre carte bancaire. Merci donc à vous, Monsieur Chris Dongui. Je rappelle que, je crois, le 1er février, il y a une information qui concerne la communauté, les amis, donc la communauté des USA, notamment qui organise une plateforme, m'a-t-on dit. J'ai reçu une note de M. Flavier, donc une dépêche que je vais relire avant de refermer ce journal. Les Congolais vivant aux USA sont conviés à une assemblée générale communautaire qui aura lieu le samedi 1er février 2020 à 18h. Et donc, ça va se passer sur Zoom. Donc, vous devez avoir les capacités de vous connecter au Zoom pour participer à cette émission, je rappelle, de la plateforme provisoire des amis des USA
qui décide donc sur les questions de rapatriement de corps, de maladies, donc de tout ce que vous pouvez imaginer du côté social. Alors, merci donc à vous, Chris, d'avoir été notre invité. C'est pour nous un plaisir que de vous avoir eu. Encore quelques secondes pour dire au revoir aux auditeurs, Chris. Merci, Monsieur John Lewis. Merci pour votre émission parce que c'est très important, votre émission. Et je pense que Dieu vous accorde la longévité et de façon merci. que nous tous ensemble, que nous puissions rebâtir nos nations ensemble. Merci beaucoup.